Les parachutistes sont assis, concentrés. Le bruit des moteurs remplit l'espace. Soudain, le chef largueur se lève. Instantanément, tout s'enchaîne. Les hommes se redressent, s'accrochent à leurs sangles, les gestes sont rapides, maîtrisés. La porte s'ouvre, le vent frappe. Le premier s'avance, une seconde, puis il disparaît. Un autre, puis un autre. En quelques instants, l'avion se vide. Pourquoi, aujourd'hui encore, des soldats français continuent-ils de sauter dans le vide ? À l'heure des drones, des satellites et de la guerre à distance, les parachutistes ont-ils encore un rôle à jouer ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo de Défense Zone. Pour comprendre les parachutistes, il faut revenir à une idée simple, mais qui a profondément changé la manière de faire la guerre. Cette idée, c'est le contournement. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées se retrouvent bloquées dans des fronts figés, des lignes continues, protégées par une puissance de feu massive. Chaque tentative de percée frontale devient un massacre. Alors, certains commencent à réfléchir autrement. Si on ne peut pas passer à travers, peut-être peut-on passer ailleurs, et surtout, par le ciel. Au départ, le parachute n'est qu'un outil de sauvetage, mais progressivement, il devient une opportunité militaire. Dans les années 30, plusieurs armées commencent à structurer des unités capables d'être larguées derrière les lignes ennemies. L'idée est radicale. Arriver là où l'adversaire ne vous attend pas, créer un choc, désorganisé. Les Allemands poussent ce concept très loin. Les Alliés suivent rapidement et la Seconde Guerre mondiale devient le laboratoire grandeur nature des opérations aéroportées. Du côté français, cette histoire est aussi très forte. Les parachutistes de la France libre, formés au Royaume-Uni, sont intégrés aux unités SAS et vont mener des opérations derrière les lignes, notamment en Bretagne à partir de 1944. Nous avons eu la chance d'interviewer Achille Müller, l'un des derniers survivants de cette unité SAS française de la Seconde Guerre mondiale. Nous l'avons rencontré à l'école des troupes aéroportées, assis dans cette Jeep, celle-là même qui avait été larguée avec lui pendant la guerre. Il a raconté ses sauts, ses missions, avec une simplicité désarmante. Mais derrière cette simplicité, il y avait une réalité extrêmement dure. Sauter de nuit, derrière les lignes ennemies, et avec très peu de moyens, et tenir. Dès le départ, les parachutistes français ne sont pas conçus pour tenir une ligne, ils sont conçus pour la briser. Leur logique s'inscrit dans la recherche du contournement, et cette logique ne va jamais disparaître. Mais ce sont les guerres qui vont véritablement forger les parachutistes. En Indochine, ils deviennent une force essentielle. Le terrain est immense, les lignes sont floues, les distances considérables. Les parachutistes sont utilisés pour intervenir rapidement, renforcer des positions isolées ou mener des opérations dans la profondeur. Mais très vite, une réalité s'impose. Le saut n'est que le début. Une fois au sol, il faut marcher, combattre, tenir. Souvent isolés, parfois encerclés, les parachutistes doivent faire preuve d'endurance, d'autonomie et de résilience. Ils deviennent une troupe capable d'opérer loin, avec peu de moyens, dans des conditions difficiles. Et c'est là que se construit leur identité. En Algérie, cette logique évolue encore. Les parachutistes sont intégrés dans des structures plus importantes, organisées en divisions, et deviennent un outil central dans la stratégie française. Leur mobilité, combinée à l'hélicoptère, leur permet d'intervenir rapidement, de contrôler des zones et de s'adapter à un conflit asymétrique. Mais cette période est aussi marquée par une rupture. Après le putsch de 1961, l'armée parachutiste est profondément réorganisée. Certaines unités sont dissoutes, d'autres restructurées, et une nouvelle organisation émerge progressivement. Cette transformation conduit à la création d'une structure qui évoluera jusqu'à devenir la 11e brigade parachutiste actuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les parachutistes ne sont jamais restés figés, ils se transforment avec les conflits. Aujourd'hui, on associe souvent les parachutistes au saut, mais en réalité, ils sautent assez peu. Ce qui compte, ce n'est pas le saut, c'est ce qu'ils peuvent faire. La 11e brigade parachutiste est avant tout une force d'intervention rapide, capable d'être projetée en quelques heures, d'entrer en premier sur un territoire, de sécuriser une zone clé ou de préparer l'arrivée d'autres forces. Comme le rappelle le commandement, il s'agit d'une brigade de l'urgence, capable d'agir vite et loin. Mais le paysage parachutiste français est bien plus large. Il inclut des commandos parachutistes de l'air, des forces spéciales et des unités capables d'infiltration discrète. On parle d'un système complet capable d'agir à différents niveaux. À ce sujet, nous vous conseillons d'aller voir notre vidéo sur les forces spéciales dans laquelle nous vous parlons de quelques-unes de ces unités, notamment le 1er RPIMA ainsi que le 13e RDP. Et surtout, cet univers est en pleine transformation.
Les voiles modernes permettent aujourd'hui des insertions beaucoup plus précises, plus discrètes et plus flexibles. Les parachutistes peuvent parcourir de longues distances après leur saut, rester hors de portée des radars et atteindre des zones difficiles d'accès. Les drones sont devenus omniprésents, permettant d'observer, de reconnaître et même de frapper. La robotique commence à apparaître, notamment pour soulager les soldats en transportant du matériel. Mais malgré toutes ces évolutions, une constante demeure. Le parachutiste reste un fantassin, un soldat qui doit marcher, porter, durer. Le dossier du magazine Défense Zone numéro 21 le montre très bien. Le parachutiste porte sa vie sur son dos et doit être capable de continuer sa mission dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, le champ de bataille a profondément changé. Les drones surveillent en permanence, l'artillerie frappe à longue distance, le ciel est contesté. Dans ce contexte, le parachutage semble risqué. Mais ce n'est pas la fin des parachutistes, c'est leur transformation. Les opérations aéroportées deviennent plus rares, plus précises et plus exigeantes. L'exemple de l'Ukraine est révélateur. L'assaut sur Hostomel en 2022 a montré à quel point une opération aéroportée est difficile face à un adversaire moderne. Mais en même temps, ces conflits montrent une chose essentielle. La capacité à agir de manière autonome reste cruciale. Les parachutistes savent opérer en petits groupes, se camoufler, limiter leurs émissions et s'adapter. Dans un monde saturé de capteurs, ceux qui savent disparaître deviennent essentiels. Le parachutiste du futur sera plus équipé, plus connecté, mais il restera un soldat d'endurance, capable de marcher longtemps, de tenir, d'improviser et de s'adapter. Depuis plus d'un siècle, les parachutistes évoluent avec la guerre. Mais leur mission reste la même, arriver vite, frapper là où personne ne les attend et tenir. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir le livre Les troupes parachutistes publié chez Défense Zone qui détaille toute cette histoire et ses évolutions. Vous pouvez aussi vous plonger dans la réalité du terrain avec le livre photo Para. Et enfin, le numéro 21 du magazine Défense Zone est entièrement consacré aux parachutistes avec un dossier complet sur leur transformation actuelle et leur rôle dans les conflits modernes. Parce que derrière le saut, il y a bien plus que ça. Et surtout, une capacité militaire qui reste encore aujourd'hui essentielle.